Bien. Alors, bonjour à tous. Donc voilà, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le troisième rendez-vous la tribune X Zoom. Pour une conférence en ligne. Donc cette fois-ci, on a le plaisir d'accueillir Henri Chavancy, donc rugbyman émérite au Racing Métro 92 et avec qui compte de nombreuses sélections avec le 15 de France. Donc merci beaucoup Henri d'être là et d'avoir pu se rendre disponible ce soir pour nous. Et puis voilà, je propose à Pierre Cis, donc qui sera mon co-animateur, de commencer donc l'entretien et donc de poser donc la première question. Henri, ouais, c'est un plaisir pour moi, rugbyman, de t'interviewer aujourd'hui. J'espère que ton confinement se passe bien et que c'est pas trop dur en ce moment. Écoute, merci déjà pour votre accueil chaleureux, ça fait plaisir. C'est un plaisir pour moi de partager un petit moment avec vous tous. Et puis voilà, écoutez, ça se passe plutôt bien, même si j'ai hâte de pouvoir ressortir un petit peu plus de choses, j'imagine comme vous tous. Ouais. Voilà, je suis d'autant plus content de pouvoir échanger avec vous. Ça me permet de passer un bon moment et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Ouais, merci beaucoup. Par exemple, du coup, le changement d'emploi du temps a dû être assez rude là, entre les entraînements intenses et une vie assez rythmée, on va dire, par le club, les matchs et le tournoi. Comment est-ce que tu occupes tes journées maintenant que tu es confiné, en fait, comme nous tous? Écoute, oui, c'est vrai que ça a changé pour le coup du tout au tout avec le passage d'un entraînement quotidien, intensif, avec la compétition qui est le top 14 et la Coupe d'Europe aussi. On avait obtenu le fait de se qualifier en quart de finale, donc on avait pas mal d'échéances à préparer. Et du jour au lendemain, avec c'est vrai ce confinement il y a 2 mois maintenant, on a dû rester chez nous, faire un petit peu avec les moyens du bord. On a récupéré un petit peu de matériel au club pour pouvoir continuer à s'entretenir, à s'entraîner un petit peu. Donc moi, j'ai récupéré un vélo d'appartement et ça me permet voilà, de me dégourdir un petit peu, de pas trop rester inactif et de faire un petit peu aussi de renforcement avec tout ce qui peut se faire sans matériel, que ce soit des pompes, des abdos, un peu de gainage. Voilà. C'est vrai que c'est une période pas facile parce que on est un petit peu dans le flou comme tout le monde. On sait pas quand enfin, on ne savait pas. Là, ça s'est un petit peu décanté, mais on ne savait pas si on allait reprendre, quand est-ce qu'on allait reprendre, de quelle façon. Et c'est vrai que voilà, je pense que tout le monde est pareil, mais les sportifs en particulier, quand on n'a pas d'objectif, quand on n'a pas d'échéance, c'est vrai que c'est très compliqué de traîner tout seul dans son coin et de se maintenir en forme. Donc voilà, une période un peu particulière, mais on en profite pour faire les choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire en temps normal et puis aussi de profiter de la famille un maximum, de ma femme, de ma petite fille de 7 mois. Et voilà, je crois qu'il faut aussi positiver, même si c'est compliqué, il faut essayer de trouver le positif dans cette période et de passer de bons moments avec sa famille et faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et Oui. sportivement, la transition donc, doit être un peu compliquée. Comment tu t'adaptes? Est-ce qu'il y a vraiment, enfin, tu ressens une perte de performance? Est-ce que c'est, enfin, comment arrives-tu un peu à gérer justement cet après? Donc, tu fais de l'entraînement chez toi pour te maintenir en forme. Est-ce qu'il y a de l'appréhension avec le déconfinement et donc la reprise des activités sportives vraiment du terrain ou alors juste voilà ou alors tu es plutôt serein sur la suite des événements. Écoute, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'appréhension à mesure où on est tous logés à la même enseigne et les staffs aussi de tous les clubs sont conscients de ce qui nous arrive, du fait qu'on ne puisse pas s'entraîner normalement, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on aura une période de réadaptation très importante, que ce soit au niveau médical, mais aussi au niveau athlétique. Donc je suis pas inquiet par rapport à ça. Je pense que tout le monde, tous les staffs se doutent qu'on va arriver dans ce qu'on appelle une sorte, enfin, on sera hors forme, même si c'est relatif, mais
on ne sera pas en tout cas apte à faire de la compétition de haut niveau tout de suite. Et ça, tout le monde en est conscient. Et je crois que de ce point de vue-là, la reprise des matchs qui est pour l'instant en septembre nous permet de justement se réathlétiser sur le long terme. On va avoir à partir du mois de juin plusieurs phases de réathlétisation avec une première en petits groupes de manière presque individuelle. Puis en juillet, le retour à des entraînements collectifs. Et enfin, au mois d'août, la dernière ligne droite où on aura certainement peut-être une reprise de la compétition avec des matchs amicaux, peut-être la reprise du contact pour aborder au mieux les premiers matchs du mois de septembre. Donc, inquiet, oui, parce que je suis conscient qu'on ne sera pas en forme et qu'il faudra beaucoup d'efforts pour revenir en forme, justement, et revenir à son potentiel maximal. Mais à la fois pas vraiment inquiet parce que tout le monde en est conscient et je crois que les choses seront faites en fonction. Oui, effectivement, tu parles de la reprise des matchs en septembre, mais en ce moment, on voit beaucoup de messages en fait du président ou du Premier ministre qui nous parlent de distanciation sociale, de garder toujours ces gestes barrières. Mais ça va être possible de garder ça en fait justement dans un sport de contact? Ça va être un peu l'effort du jeu. Ouais, non, non, ça sera impossible. C'est pour ça que je le disais précédemment, on va avoir une première phase au mois de juin où on aura des entraînements qui ne seront pas typiques rugby, qui Ouais. seront justement de la remise en forme, donc de la course. Ça peut être du vélo d'appartement, ça peut être du travail de musculation, mais tout ce qui peut se faire de manière individuelle ou par petits groupes. Mais par petits groupes, c'est plus pratique pour éviter que les préparateurs physiques, les entraîneurs, etc., soient obligés d'entraîner un par un les joueurs. Mais nous, d'un point de vue des joueurs, ce sera un entraînement individualisé. Donc, effectivement, la reprise du spécifique rugby, entre guillemets, ça se fera plus tard, courant du mois de juillet et le mois d'août pour ce qui est du contact. Si, encore une fois, si les recommandations gouvernementales nous le permettent, parce que forcément, si, ça dépendra de l'évolution aussi de l'épidémie. Si dans un mois, il y a une deuxième vague, si dans un mois, on se rend compte que des sportifs ont des difficultés au niveau de la santé à retrouver leur meilleur niveau, ça repoussera forcément ces échéances-là et les matchs de septembre seront peut-être décalés. Et donc, toute la préparation pour ces matchs de septembre sera en décalé. Ok. Merci beaucoup. Alors là, donc on proposait donc avec Plaxis, donc mon co-animateur, de peut-être rentrer justement un peu plus dans des questions plus générales sur ton sport, le milieu du sport de haut niveau, etc. Mais par contre, je me rends compte qu'on a oublié du coup en fait, de demander de te présenter. Est-ce que tu peux nous présenter donc brièvement ton parcours? Qui es-tu, Henri Chavancy, s'il te plaît? Oui, pardon, je me suis même pas présenté. Eh ben, Non, mais c'est je bon, m'appelle Henri Chavancy, j'ai 31 ans et je suis rugbyman professionnel au Racing 92. Mon parcours, bah, écoutez, je pense il va être assez rapide puisque je suis au Racing depuis ma plus tendre enfance. J'ai commencé à jouer au Racing à 11 ans en 1999. Donc, voilà, j'ai suivi tout le parcours d'abord à l'école de rugby, puis après avec les équipes juniors et espoirs. Et j'ai commencé à jouer en équipe première à 19 ans en 2008. Donc voilà, et puis depuis, j'ai commencé au Racing qui était à l'époque en deuxième division, en Pro D2. Et voilà, en 2009, on est monté en top 14 et depuis, voilà, j'évolue au sein de l'équipe première du Racing en top 14. Voilà, j'ai un peu menti en disant que j'ai toujours été au Racing parce que j'ai commencé le rugby en fait à Nîmes pendant 2 ans, donc de 9 ans à 11 ans. Et en fait, mon père était militaire, et du coup, il a été muté à Paris. Et donc, c'est là que j'ai commencé mon histoire avec le Racing. Histoire qui a été entrecoupée de 2 ans entre 2002 et 2004, quand justement on est parti suivre mon père qui a été muté à Djibouti en Afrique pendant 2 ans. Donc, j'ai joué au rugby là-bas avec les militaires et je suis revenu au Racing pour poursuivre mon cursus et ma formation.
Et voilà, il me reste quelques années devant moi, mais finalement, je suis plus proche de la fin que du début. Et voilà, je profite un maximum des quelques années qu'il me reste à pouvoir vivre et de ma passion et jouer au rugby. C'est un très beau parcours, hein. Effectivement. On est tous très impressionnés par ton parcours parce que, en fait, garder une telle ardeur, je pense, pour ce sport pendant si longtemps, ça doit presque tenir de la vocation, je dirais. Euh, et du coup, par exemple, ça peut introduire une question à laquelle on avait pensé. C'est notamment c'est concernant un peu les valeurs du rugby, parce on a un auditoire qui n'est pas toujours spécialisé justement dans ce sport comme certains d'entre nous. Mais du coup, ce qu'on pourrait décrire comme le rugby, c'est généralement des valeurs. Moi, on s'est inspiré par exemple des mots de la Fédé qui disaient que pour eux, le rugby, c'est quoi? C'est l'intégrité, la passion, la solidarité, la discipline, le respect. Et du coup, justement, est-ce que toi, tu penses être d'accord? Est-ce que tu trouves que tu portes toutes ces valeurs en fait depuis que tu as commencé le rugby jusqu'à maintenant? Bah, c'est difficile à dire parce qu'on n'est pas tous dans un moule avec les mêmes forcément valeurs. Mais effectivement, le rugby, c'est un sport collectif et il y a beaucoup de valeurs qui sont indispensables au collectif, mais c'est valable aussi dans la vie en collectivité qu'on peut vivre parfois peut-être en internat ou dans d'autres métiers, mais qui sont forcément la discipline, l'entraide, euh, la solidarité. Voilà, c'est d'abord toutes les valeurs qui sont communes à tout ce qui se fait en communauté. Puis après, c'est un sport qui a la particularité d'être un sport de collectif, mais aussi de combat. Donc forcément, il faut aussi un petit peu de valeurs qui correspondent à ça. Donc je pense voilà, à l'abnégation, au courage parfois aussi, à, à la solidarité encore une fois, parce que on n'est rien tout seul au rugby d'autant plus. Et on a toujours besoin des autres pour réussir, pour performer. Et le résultat dépend toujours d'un travail collectif et non pas de qualité individuelle. En tout cas, les qualités individuelles s'insèrent dans le collectif et servent au collectif. C'est jamais un individu qui arrive à gagner un match. Donc voilà, on vit aussi au quotidien les entraînements tous ensemble. On voit pratiquement autant nos coéquipiers que nos familles. Donc forcément, il y a tout un tas de règles qu'il faut respecter. Le respect, voilà, encore une fois, c'est toujours les mêmes valeurs qui reviennent, mais la discipline et la camaraderie. Je vais laisser Julien présenter notre première question d'un de nos écouteurs. Donc, alors oui, il y a Paul qui demande si ces valeurs, est-ce que c'est pas un mythe? Est-ce que finalement c'est pas un peu un cliché quand on pense à toute la médiatisation qu'il y a aujourd'hui derrière le rugby et toute la professionnalisation du sport? Est-ce que tu vois une différence dans ces valeurs quand elles sont portées par des clubs quand tu as joué en amateur et maintenant quand tu joues au sein d'une équipe qui est professionnelle avec des internationaux, avec des gens de très très haut niveau et des stars? Est-ce que c'est pas un peu, est-ce qu'elles sont pas un peu, elles se perdent pas un peu? Bah, je dirais principalement non, mais ce serait réducteur de répondre que non. Un petit peu oui, parce que forcément, dans les clubs amateurs ou quand on est plus jeune, on joue avec ses amis, avec des gens qu'on connaît très bien, avec qui on a partagé énormément de choses. Donc, quand on parle de camaraderie, d'entraide, c'est toujours plus facile de le faire avec ses amis. Mais je dirais non, parce que c'est un sport tellement dur. Euh, qu'on est forcément obligé de rentrer un petit peu dans ces valeurs-là, dans le moule, j'ai envie de dire. Et que si quelqu'un s'écarte un petit peu du chemin, il est très vite rappelé à l'ordre instinctivement soit les autres joueurs, soit par le staff, soit tout simplement par le sport en lui-même qui le sanctionne, je dirais, physiquement ou même mentalement. Parce que voilà, quelqu'un qui se met en marge du groupe, il y revient très rapidement parce que c'est impossible
de performer seul, de passer tout son temps seul. Même quelqu'un, forcément, on a tous des caractères différents, mais même quelqu'un d'assez solitaire est obligé de rentrer un petit peu dans, dans ce moule-là. Après, forcément, chaque groupe a ses codes. Il y a des groupes voilà, qui fonctionnent d'une certaine façon, d'autres d'une autre. Mais voilà, les valeurs du rugby, c'est vrai que ça peut paraître un peu, ça peut être un petit peu de l'ordre du fantasme, parce qu'effectivement, il y a de l'argent aussi qui est venu avec la professionnalisation. Les valeurs aussi parfois d'amour d'un club peut-être sont un peu usurpées. Mais en tout cas, tout ce qui a trait encore une fois, à la vie en communauté, c'est-à-dire le respect, la discipline, la camaraderie, la solidarité, ça, je crois qu'on est forcément obligé de s'y tenir si on veut être performant. Ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage, les valeurs que tu portes en fait dans ton jeu. Bah, justement, je pense que du coup, comme tu le disais, la camaraderie, le respect, bah, le respect, en fait, il va se transmettre donc par une certaine forme d'autorité. Alors, je ne sais pas si les autres sont au courant, mais tu es en fait en co-capitaine en fait, de ton équipe, ce qui est pas rien avec, il me semble, Teddy Rivaren et Maxime Acheneau. Et du coup, justement, pour toi, en fait, qu'est-ce que tu endosses comme rôle en fait en tant que capitaine? Est-ce que est-ce que tu as vraiment une préparation? Comment tu le vis en fait? Parce que ça doit, du coup, tous les feux des projecteurs sont un peu tournés vers toi. Et du coup, je pense que ça doit être un peu plus compliqué à gérer que être simple joueur en fait dans une équipe. Oui, oui, c'est quelque chose qui est une grosse charge émotionnelle notamment, parce que on est responsable finalement de beaucoup de choses. Quand ça va, bah, c'est super, mais quand ça va pas, on le prend forcément un peu plus à cœur peut-être que d'autres joueurs et on a forcément envie de régler le problème et que ça aille mieux. Donc, au niveau émotionnel, c'est quelque chose qu'il faut savoir assumer. D'ailleurs, j'en parle d'autant plus facilement que c'est quelque chose que j'avais du mal justement avant à endosser ce rôle-là de capitaine. Dans ma jeunesse, ça m'est déjà arrivé de l'être ponctuellement, mais c'est vrai que j'étais pas forcément à l'aise avec ce rôle-là parce que au quotidien, on doit essayer de prendre la parole, de voilà, de guider nos partenaires, alors c'est un bien grand mot, mais de les motiver, justement de les faire rester dans ce dont je parlais tout à l'heure, toutes ces valeurs de discipline, de respect. Dès que ça divague un petit peu, c'est aussi la responsabilité du capitaine de remettre tout le monde dans le droit chemin, entre guillemets. Et voilà, depuis quelques années maintenant, je prends plus de plaisir à endosser ce rôle. Et voilà, je crois que d'abord, il faut que le capitaine, mais ça peut s'extrapoler à plein de secteurs d'activité. Ça peut être un chef, un manager, voilà, dans la vie en entreprise, mais c'est quelqu'un qui doit être légitime, c'est quelqu'un qui doit être apprécié de ses collaborateurs, de ses coéquipiers, et c'est quelqu'un sur lequel on peut se reposer aussi. Ça m'arrive parfois de discuter avec des joueurs dans l'intimité presque et d'essayer de régler leurs problèmes. Ça peut être des problèmes de rugby, mais ça peut être aussi parfois des problèmes personnels. Il faut être à l'écoute, il faut et jamais penser à soi, toujours penser au collectif et toujours penser à l'autre. Donc voilà, parfois il y a des décisions difficiles à prendre, mais il faut savoir les prendre aussi et toujours garder à l'esprit qu'il faut prendre ces décisions dans l'intérêt du collectif, même si parfois ça peut être à son propre détriment. Mais voilà, c'est un rôle, je dirais, important, qui est aussi un lien entre les joueurs et le technique. Donc parfois il y a des messages à faire passer, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Parfois on est sollicité aussi pour essayer de faire évoluer les choses, de les améliorer, de rendre aussi parfois des feedbacks sur la situation, voir si les joueurs parfois par exemple sont satisfaits d'une façon de s'entraîner, d'une manière de faire. Savoir aussi si les entraîneurs sont satisfaits du comportement du groupe. Donc voilà, c'est un rôle qui finalement paraît assez simple comme ça. On voit le week-end le capitaine faire le toast pour savoir de quel côté on va jouer, mais c'est un travail qui est un peu plus, enfin un travail.
c'est pas un travail, mais un rôle en tout cas qui est un peu plus complet et qui est assez important dans un club. Et, sur cet aspect justement du collectif et vraiment de la nécessité d'avoir vraiment un bon management pour guider justement une équipe de rugby à un objectif commun, donc qui est la victoire. Est-ce que, par exemple, tu as des exemples de bons capitaines, de bons entraîneurs, de personnes qui ont vraiment qui avaient vraiment un sens du collectif pour vraiment guider l'équipe vers un objectif commun? Est-ce que tu as des exemples? Est-ce que tu saurais dire pourquoi, justement, ces gens-là étaient si particuliers? Quelle chose faisait que, finalement, dans son équipe, on se sentait vraiment dans dans un corps, vraiment pour aller vers l'objectif commun? Bah, c'est assez difficile parce que chacun a sa personnalité, chacun a sa sensibilité aussi. Et en plus, moi, comme j'ai connu qu'un club au niveau professionnel, j'ai pas connu énormément de capitaines. Euh, j'ai- voilà, j'ai connu Dimitri Zarzeski qui était le dernier. En équipe de France, c'était quand j'y étais Guillaume Guirado. Donc, ce sont des grands capitaines par leur justement capacité à fédérer autour d'eux et à être légitimes de par d'abord leur performance sur le terrain, mais aussi leur comportement en dehors du terrain. Euh, Après, un joueur, il y a 40 joueurs grosso modo dans un effectif, et chaque joueur a sa sensibilité, reçoit le message d'une certaine façon. Donc, moi, je peux par exemple avoir presque idolâtrer quelqu'un en tant que capitaine, mais un coéquipier l'a détesté. C'est très subjectif finalement, et donc c'est difficile de dire que tel ou tel joueur a été un bon capitaine parce qu'il avait telle ou telle caractéristique, parce qu'un autre joueur te dira peut-être le contraire. Il y a des joueurs qui aiment avoir du contact, qu'on vienne les voir, savoir comment ils vont, etc. Il y a d'autres joueurs qui préfèrent qu'on les laisse tranquilles, qu'on les laisse préparer leur match. Il y a des joueurs, peut-être avant un match, ils ont besoin d'être un peu secoués, qui ont besoin d'un discours presque guerrier avant de rentrer sur un terrain. Peut-être qu'un autre joueur aura besoin de justement rester vraiment dans sa bulle, calme, et détestera qu'on vienne justement le secouer. Donc, une caractéristique aussi importante d'un capitaine, c'est de connaître bien ses coéquipiers et de savoir à quel moment justement, et surtout à qui avec qui adopter un comportement, peut-être avoir un discours presque, de devoir le motiver, de le secouer, être presque dur avec lui, et d'un autre côté, peut-être un autre joueur, il aura besoin d'être réconforté, d'être rassuré, voilà. Donc c'est très complexe, et j'ai pas connu assez de capitaines. En tout cas, j'ai apprécié tous mes capitaines, donc je pourrais pas forcément en ressortir un plutôt que l'autre. J'ai eu Dimitri Zarzeski, avant lui, il y a eu Lionel Nallet, Jacques Rogneux. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir des grands capitaines. D'accord. En fait, ce qui est intéressant dans le poste de capitaine dans une équipe de rugby, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que tous les joueurs sont quand même sur le même niveau, dans le sens où il n'y a pas de hiérarchie entre les joueurs, comme ce qu'il pourrait y avoir par exemple dans une entreprise. Et du coup, d'ailleurs, ça aide à avoir à mieux connaître ses coéquipiers quand on est capitaine. Est-ce que c'est pas aussi un problème d'être au même niveau que les autres et d'être quand même capitaine, d'être quand même censé un peu diriger un peu les troupes et comprendre comment chacun fonctionne? Comment tu arrives à gérer cette double position de joueur, mais en même temps capitaine, ce qui te met un tout petit peu au-dessus sans vraiment te mettre au-dessus? Je ne sais pas si c'est très clair. Si, je crois que la clé, en tout cas, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être légitime. À partir du moment où on est légitime, c'est-à-dire que les coéquipiers comment dire, ne sont pas en désaccord avec le fait que tu sois capitaine, ils acceptent forcément que le capitaine a peut-être pas des passes droits, c'est pas des passes droits, mais peut-être qu'à niveau égal, ce sera peut-être lui qui jouera plutôt qu'un autre joueur. Donc, la légitimité, ça passe par montrer l'exemple, ça passe par justement ne pas forcément avoir de passe droit, être logé à la même enseigne que les autres, travailler peut-être même plus dur, être exemplaire aux entraînements, être exemplaire aussi en dehors du terrain,
et voilà, être apprécié de tous. Alors c'est difficile forcément de faire l'unanimité, mais en tout cas du plus grand nombre, pour que justement le fait que parfois peut-être sur un match, c'est le capitaine qui jouera, alors que quelqu'un du même niveau, voire même parfois meilleur, sera relégué sur le banc ou ne jouera pas, soit accepté ou en tout cas compris de tous. Donc voilà, je crois que c'est quelque chose qui a toujours existé. Et je crois que la clé, c'est encore une fois la légitimité et montrer l'exemple. Il faut être, je pense, apprécié de ses coéquipiers, mais dans la vie de l'entreprise, c'est aussi ça la clé, je pense, d'être apprécié de ses collaborateurs pour pouvoir leur demander de travailler dur et de les suivre dans n'importe quelle situation. Bah, super. Bah, justement, on va essayer. J'avais quelques questions spécifiques, on va dire, pour toi, Henri. Et on reviendra un peu sur les questions ensuite de nos téléspectateurs. C'était pour savoir, en fait, vu que ta carrière professionnelle, elle est très longue, on va dire, tu as vu du pays en termes de rugby. Moi, ma question, se pose un peu plus, on va dire, de l'évolution en fait du style de jeu et en fait, comme le décrit. Alors, j'ai lu un livre récemment de Olivier Magne qui m'a beaucoup marqué sur en fait ce rugby, on va dire de French Flair, qui se misait beaucoup sur la vitesse, la rapidité et vraiment genre la tactique du jeu. Et du coup, qui a selon comme il dit, s'est transformé depuis le monstre que Sébastien Chabal a créé en fait du joueur qui avance, ancien joueur du Racing 92 aussi. Et donc c'est plus une question sur comment est-ce que tu vois le rugby évoluer avec les nouvelles règles justement de la fédération. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que forcément le rugby évolue et on évolue en tant que joueur aussi en même temps que le rugby. On s'entraîne de plus en plus. On est de plus en plus performant techniquement, performant physiquement. Et forcément, le terrain, lui, n'a pas changé. C'est toujours le même. Nos outils aussi, donc le ballon. Et je crois qu'on va plus vite, on est plus costaud, on fait de meilleures passes, on tape mieux au pied. Donc voilà, les espaces sont de moins en moins ouverts, j'ai envie de dire. Il y a de moins en moins d'espace sur le terrain. Et donc, il faut s'adapter à ça et parfois avoir plusieurs phases je dirais, de jeu avant de pouvoir trouver un espace. Il faut resserrer la défense. Donc, on va peut-être avoir des tactiques de jeu sur plusieurs temps de jeu, 4-5, où on va essayer de resserrer un maximum la défense en la pilonnant plusieurs fois pour pouvoir après la déborder sur les extérieurs ou trouver des espaces par rapport à la caractéristique de ces défenses aussi qu'on analyse. Donc oui, le rugby évolue, mais je crois que voilà, c'est quelque chose on peut pas lutter forcément contre ça. C'est aussi l'évolution de nos entraînements et de nos capacités qui veut ça. Je crois qu'on mettrait les mêmes joueurs d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans et d'il y a 30 ans sur un terrain en rugby avec les mêmes qualités. Ils ne trouveraient pas les espaces qu'ils trouvaient par le passé. Et c'est, je pense, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà, pour les fans de rugby, revu des matchs il y a 20-30 ans. C'était pas forcément des très beaux matchs à regarder, enfin, en tout cas de notre œil actuel. Donc voilà, je crois que les règles aussi évoluent et forcément le rugby change d'année en année et je pense que les principales causes, c'est l'évolution des entraînements, l'évolution de la qualité des joueurs et l'évolution des règles. Et quand on voit justement la violence des impacts aujourd'hui, avec la prise de gabarit, on se dit donc qu'il faut pas mal de courage et de hargne pour aller justement aller péter dans la ligne adverse. Est-ce bien de courage dont il faut parler, ou bien c'est vraiment un acte de jeu comme un autre et donc voilà, donc si oui, où est-ce qu'on trouve ce courage? On le trouve peut-être dans la peur ou dans la banalisation de la violence,
ou juste dans les encouragements de la foule qui fait peut-être un peu entrer qui donne un peu un courage collectif. Peut-être c'est multiple. Je voulais avoir ton point de vue là-dessus. C'est multiple. Je pense que d'abord, il y a le caractère du joueur. Il y a des joueurs qui aiment le contact, d'autres qui l'aiment pas du tout, qui feront tout pour l'éviter. Donc, ça, chacun a ses caractéristiques. Après, effectivement, quand on fait du rugby, c'est que bah, déjà, on en fait depuis longtemps. Et si on n'aime pas le contact, si on ne l'aime pas du tout, déjà, on se dirigera pas vers un sport comme le rugby. Donc, je pense que la première sélection, elle est là. À partir du moment où on joue au rugby, c'est que on aime un minimum le contact et le combat. Euh, Après, je crois que de la même façon qu'un mathématicien ne va pas tout de suite régler des problèmes très importants, il va s'entraîner et acquérir de l'expérience et des connaissances qui vont faire qu'un jour, il arrivera facilement à régler et à résoudre une équation ou un problème. Et nous, de la même façon, on s'entraîne dur, on s'entraîne au quotidien pour appréhender ces contacts et les banaliser, entre guillemets. Et ce qui fait que quand on arrive au niveau professionnel, bah, voilà, c'est une action de jeu comme une autre, de la même façon qu'on ne va pas réfléchir quand on va plaquer quelqu'un. Ça peut parfois de l'extérieur paraître très dangereux, mais on s'est entraîné depuis de nombreuses années à ça, et c'est des gestes qui deviennent instinctifs. Forcément, parfois, il y a la blessure, mais c'est jamais quelque chose qui est forcément dû qu'au contact. C'est souvent la faute à pas de chance ou la faute à une fatigue résiduelle dans le corps. C'est très intéressant ce que tu dis parce que dans, du coup, dans ta vision du jeu, il n'y a pas cet aspect, on va dire, de blessure grave. Parce qu'en fait, ce qui revient souvent quand on entend parler de rugby, c'est bien sûr c'est des résultats, des défaites, des victoires, mais il est aussi très présent en fait dans les médias au niveau, par exemple, il me semble que très récemment, il y a eu un joueur néo-zélandais qui a quasiment perdu l'usage de ses jambes après un contact. Et ça, on le voit apparaître plus, je pense, ou enfin c'est ce qu'on en pense généralement, avec les différences de gabarit qui vont exister en fait sur le terrain, avec des joueurs ultra, vraiment des colosses. C'est-à-dire quand on voit par exemple une confrontation, je sais pas, entre Nadolo et un ailier un peu plus frêle, c'est-à-dire quand même un beau bébé en rugby, 85-90 kilos, mais face à des joueurs comme ça, il peut exister quand même une différence de 40 kilos alors qu'on n'est vraiment pas gringalet. Comment tu appréhendes ça justement avec ces nouvelles règles de plaquage qui vont arriver en dessous de la ceinture? Bah, c'est ce qui fait la caractéristique du rugby. Et je peux vous dire que parfois, un joueur de 140 kilos, il aura très peur de jouer face à un joueur de 80 parce qu'il aura peur de se faire déborder. Le joueur de 80 kilos sera tellement vif que il arrivera à le surpasser. C'est ce qui arrive très souvent dans le rugby, hein. Je sais pas tu me parlais d'Olivier Mann, donc tu dois te souvenir de Christophe Dominici en 99 quand il jouait contre Lomond. Mais Lomond, on l'avait pas vu du match. C'était Christophe Dominici qui avait su tirer son épingle du jeu. Donc voilà, je crois que ce qui fait la spécificité, encore une fois, du rugby, c'est que tous les gabarits sont les bienvenus et un joueur de 140 kilos, bah, il sera plus dur à l'impact, mais il sera moins rapide qu'un joueur de 80 ou de 90 kilos. Et chacun essaye de jouer avec ses qualités et d'en tirer le maximum. Donc voilà, je crois que et croyez-moi, les joueurs de 80 kilos ne sont pas toujours les moins courageux et parfois sont bien plus courageux que ceux de 140. Alors, je ne fais pas de généralité, mais voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, de la technique, de l'apprentissage. On apprend à plaquer voilà, aux jambes et on dit souvent il a deux bras, deux jambes comme tout le monde et c'est finalement assez vrai. Quand on arrive à mettre en place la technique sur le terrain, voilà, on arrive à faire tomber ou à réaliser le geste qu'on a envie de réaliser, quel que soit son gabarit. Alors forcément, il y a des blessures qui arrivent assez souvent. On parle beaucoup aussi des KO. Mais à ce sujet-là, je crois que le positif qu'il faut en retirer, c'est que justement, on prend
très au sérieux ces blessures et qu'on est très bien accompagné, ce qui n'était pas forcément le cas peut-être avant. Il y en avait peut-être autant, voire plus parfois, mais les joueurs restaient sur le terrain parce qu'ils n'étaient pas très bien suivis. Donc, non, aujourd'hui, on en parle beaucoup parce que dès qu'on a la moindre suspicion, par exemple, je parle des KO, ben, on les met de côté pendant quelques temps pour qu'ils puissent se régénérer et récupérer au maximum de leur capacité sans prendre le moindre risque. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on en entend plus parler aussi. Mais, euh, mais voilà, la blessure fait partie de notre sport, on en est conscient. Mais quand on rentre sur le terrain, bah, on n'y pense pas parce que sinon on n'arriverait pas à être performant, forcément. Je te remercie beaucoup pour ton avis, effectivement, parce que c'est pas du tout. On n'a jamais cet aspect-là, en fait, de la vision du rugby. On entend toujours parler ce rugby qui tue, ce rugby dangereux. Bah, justement, je trouve que c'est très fort d'avoir un avis comme le tien. Je pense que du coup, tu dois dire la même chose quand tu es face aux médias, quand les gens te posent la même question, mais que du coup, que tu as des interlocuteurs qui essaient de te diriger ou qui essaient presque de manipuler tes mots. Justement, comment est-ce que tu arrives à gérer en fait cette pression des médias du coup parce que vu que tu es co-capitaine, tu dois être assez sollicité par eux, non? Oui, alors, voilà, la collaboration, entre guillemets, parce que c'est presque une collaboration, ça me dérange pas. Je crois que ça fait partie du jeu et c'est quelque chose avec lequel je pense être plutôt à l'aise. Donc voilà, j'essaie de rester toujours très factuel, que ce soit avant un match ou après, pour l'analyser. Euh, voilà, avec l'expérience maintenant, je sais un peu ce qu'attendent les médias. J'essaie de répondre à leurs attentes, mais en restant forcément, en gardant toujours l'intérêt du club et des joueurs. Et voilà, c'est pas quelque chose qui me déstabilise plus que ça. Je connais maintenant un petit peu le système médiatique et je sais que forcément il y aura des questions parfois qui sont un peu déstabilisantes ou je dirais pas qui tendent à nous nuire, mais en tout cas qui essayent parfois de remuer un petit peu le couteau dans la plaie ou de nous ressasser peut-être des moments difficiles. Mais voilà, je crois qu'il faut faire avec et c'est pas quelque chose qui me déstabilise outre mesure. D'accord, merci beaucoup. C'est chouette d'avoir un peu ce point de vue, un peu derrière, derrière la caméra un peu. Et en fait, plus généralement, comment tu es arrivé à gérer le fait qu'en passant pro, tu deviens finalement une personnalité médiatique. Donc voilà, est-ce que tu as eu des entraînements, par exemple, pour gérer les conférences de presse, pour savoir un peu comment il faut te comporter face au public, face aux médias, face à tous les interlocuteurs que tu peux avoir en face de toi en tant que joueur pro et que tu n'avais pas forcément en tant que joueur amateur? Alors, on n'a pas de média training à proprement parler, même si le Racing nous avait fait une session justement de média training, donc je dis des bêtises, ça nous est arrivé une fois, mais bon, en 13 ans maintenant, une séance. Mais voilà, il y a une section communication au club et forcément, en tant que jeune joueur qui arrive en équipe première, il va pas être, il va pas être, enfin, on va pas l'envoyer au feu directement avec les journalistes sur les conférences de presse ou sinon, il va être briefé sur ce qu'il peut ou doit dire, mais qu'il peut dire, en tout cas ce qu'il évite de dire. Donc c'est vraiment avec le temps qu'on arrive à appréhender justement cette relation avec les médias. Et après, c'est quelque chose qui est aussi propre à chacun. Il y a des joueurs qui, même avec beaucoup d'expérience, n'aiment pas du tout cet exercice. D'autres joueurs qui sont très à l'aise. Donc voilà, ça dépend d'une part voilà, du caractère et de chacun, et aussi de son expérience. Donc voilà, je crois que un jeune joueur qui rentre en équipe première, il sera pas sollicité de la même façon qu'un joueur qui a de l'expérience et qui sait un peu, je dirais pas jouer, mais en tout cas éviter les pièges de la presse. Et, et le fait justement d'être une personnalité publique quand tu es un joueur de rugby, comment tu vis ça? Est-ce que du coup, ça t'aide à t'engager pour des causes ou alors est-ce que tu n'as pas forcément le temps, hein, c'est le cas de beaucoup de sportifs. Comment tu gères un peu cette prestance? Comment Ouais, tu gères? bah, très bien, d'autant plus que bah, moi j'ai voulu à Paris, donc en région parisienne, on n'est pas vraiment sollicité
comme certains joueurs peuvent l'être en province quand ils vont faire leurs courses ou quand ils sortent un petit peu de chez eux. Je crois que nous, on jouait un petit peu d'un anonymat dans la vie de tous les jours et ça me convient très bien. Et le peu de fois où on me reconnaît ou où on me sollicite, c'est toujours bienveillant et ça me dérange pas du tout de répondre à des sollicitations. Au contraire, donc voilà, je le vis très bien. Je crois que j'ai aucun problème avec ça, dans la mesure où je suis pas une star mondiale, je suis pas du tout quelqu'un de, enfin, reconnu à part par les gens qui aiment vraiment beaucoup le rugby, mais sinon, voilà, je souffre pas du tout en tout cas de cette médiatisation et du fait que je sois entre guillemets un personnage public. Et j'ai la chance que les gens soient plutôt bienveillants avec moi, donc j'ai jamais eu à souffrir de ça, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, on a des questions nombreuses dans la conversation. Comme tu peux le voir, ça fuse. Et alors, il y a Paul Claire qui te demande, dans le sport professionnel, il faut toujours être au top niveau. As-tu déjà eu des périodes où tu perdais confiance en toi après des mauvaises performances, par exemple? Oui, alors ça c'est inévitable. Je crois que la carrière d'un sportif de haut niveau, elle est jamais linéaire. Il y a toujours des moments de doute. Alors que ce soit à cause d'une blessure ou à cause d'une période où on est moins performant. On parlait tout à l'heure du fait il y a beaucoup de joueurs dans un effectif et forcément il y a des matchs que l'entraîneur ne nous fait pas jouer. Ça peut durer un match, ça peut être ponctuel, mais ça peut aussi être sur des périodes plus ou moins longues. Donc voilà, forcément, il y a des moments difficiles et je trouve qu'une des caractéristiques aussi d'un sportif de haut niveau, c'est aussi le mental. Et il faut arriver à se reconstruire mentalement pour, alors physiquement parfois aussi quand c'est une blessure, mais le mental joue beaucoup dans les blessures, dans la rééducation. Donc voilà, il faut être fort mentalement et avoir confiance en soi pour justement ne pas douter et être le plus performant possible. Donc pour répondre à ta question, oui, forcément, il y a des moments où on est moins performant, on est moins aussi parfois la vie privée fait qu'on on a moins envie de s'entraîner, le temps parfois dehors quand il pleut pendant 2 semaines, on a moins envie d'aller s'entraîner, etc. Mais il faut toujours essayer de se faire violence et je pense que ce qui aide, c'est justement les objectifs, les échéances qui sont pour un rugbyman tous les week-ends, les matchs ou à plus long terme les titres à aller chercher. Et c'est vraiment dans cette motivation qu'il faut puiser un peu la force pour travailler, pour se remettre parfois de moments compliqués et pour toujours aller de l'avant. Donc c'est aussi dans ce cadre-là que la solidarité dont on parlait tout à l'heure est très importante entre coéquipiers. Hein. Et je crois que le fait de pouvoir se confier aussi, c'est important. Le fait de pouvoir compter sur les coéquipiers quand ils sentent qu'on est un peu moins bien, de nous pousser, de nous booster à travailler, à continuer à aller de l'avant. Je crois que c'est aussi très important et c'est ce qui fait la force du rugby. Merci. Et justement sur cet aspect de mental, de construction, vraiment de travail acharné, comment arrives-tu à te mobiliser pour ton sport pendant aussi longtemps? Est-ce que en passant pro, est-ce que après des longues années de carrière, il n'y a pas un peu une monotonie? Est-ce que, enfin, comment on arrive à garder cette hargne de ces premiers jours et puis justement pour rester toujours au top? C'est, j'imagine, des sports qui sont très contraignants en termes d'heures de musculation, peut-être de régime alimentaire également. Comment arrives-tu vraiment à ne pas juste en avoir marre et de ne pas être lassé par ce sport? Bah, alors, il faut toujours garder à l'esprit que c'est un jeu et que ça reste notre passion. Ça, c'est la première des choses. Mais donc ça, c'est quelque chose d'assez naturel au début d'une carrière. Voilà, on est content tout simplement de jouer, de faire un match de rugby. Voilà. Avec le temps, forcément, c'est quelque chose qui peut aussi s'effriter un petit peu et avoir de la lassitude, avoir un peu moins de plaisir à aller s'entraîner, etc. Et c'est là que rentre en jeu, je pense, en tout cas, moi, ce qui est mon moteur maintenant, c'est alors, déjà, j'aime toujours le rugby et j'aime aller m'entraîner avec mes coéquipiers, etc. Mais c'est de se donner des objectifs, des buts à atteindre, que ce soit sur le court terme ou le long terme, des buts à atteindre, justement pour pouvoir rester motivé et continuer à travailler dur
pouvoir atteindre justement ces objectifs. Donc, ça peut être rentrer dans l'équipe, ça peut être progresser sur tel ou tel domaine, ça peut être tout simplement gagner un match important le week-end qui arrive. Ça peut être aller chercher un titre sur le plus moyen terme. Donc, voilà, je veux être champion de France dans 6 mois. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour être champion de France dans 6 mois? Je veux intégrer l'équipe de France. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour progresser et intégrer l'équipe de France? Donc, voilà, dans la globalité de notre quotidien, il y a tout un tas de petits objectifs qu'on peut se donner comme ça, qui peuvent nous maintenir, entre guillemets, la flamme. Euh, Après, on a tous, enfin en tout cas la plupart, un esprit de compétition et donc on n'accepte pas forcément de régresser ou de se voir dépasser par un autre joueur. Donc, voilà, il y a tout ça, cet aspect mental déjà de vouloir rester au top parce qu'on a envie de jouer et qu'on a envie d'être le meilleur. Et après, ces objectifs un petit peu plus ponctuel. Donc, encore une fois, travailler dur une semaine pendant la semaine parce qu'on a un match important à gagner. Travailler dur sur une période d'un ou 2 mois parce qu'on n'a pas été sélectionné et qu'à la prochaine fois qu'il y a une sélection, on a envie d'être sélectionné. Donc, on va se motiver encore plus pendant une période donnée pour être performant. Et sur le plus long terme, travailler tout au long de l'année, tous ensemble, se créer voilà, des paliers tous ensemble pour pouvoir atteindre le but ultime, c'est de gagner les titres. Donc voilà, je crois que chacun essaye chacun est différent aussi, donc chacun pioche dans ses petits objectifs individuels et collectifs pour pouvoir continuer à garder la motivation et à travailler. Et puis il y a aussi parfois, notamment dans ces moments-là qu'on vit actuellement, se rendre compte aussi qu'on est des privilégiés et que on a la chance de faire quelque chose qu'on aime et parfois quand on est un petit peu en baisse de morale, quand on a une blessure ou qu'on est éloigné un petit peu des terrains, se dire que finalement on reste quand même des chanceux et qu'il faut toujours garder ça à l'esprit. D'accord, merci beaucoup, c'est super comme témoignage. Et justement, comment tu arrives à concilier ces objectifs personnels que tu as, parce que forcément, on a des objectifs personnels pour garder cette motivation, et en même temps des objectifs collectifs. Parce que quand on voit dans un sport individuel, c'est très facile d'avoir ces objectifs et de les garder, parce qu'on a son objectif, on est en compétition avec les autres, mais on n'a pas de notion de collaboration avec des concurrents. Comment tu arrives à gérer justement du coup ce rapport avec tes coéquipiers, parce que c'est quand même c'est des coéquipiers, il y a un objectif collectif qui vous lie, mais il y a quand même l'objectif un peu personnel d'être sélectionné, d'être sélectionné dans l'équipe de France, etc. C'est là que rentrent en jeu beaucoup des valeurs dont on parlait tout à l'heure, donc le respect, la discipline, l'entraide, la solidarité. C'est-à-dire qu'on travaille parfois pour un objectif qu'on a en tête, donc on travaille très dur, mais il faut toujours que ça se fasse dans le respect des autres, donc ne pas nuire aux autres en travaillant pour soi. Enfin, quand on travaille pour soi, on ne nuit pas forcément aux autres, mais ça peut être ne pas négliger un partenaire ou ne pas cracher dans son dos pour se mettre en avant. La solidarité, c'est quand moi je travaille pour un objectif, par exemple pour gagner un titre à la fin d'année, je vais essayer d'amener les autres avec moi à travailler plus dur, à travailler plus fort, à travailler plus longtemps. Peut-être que si j'ai un partenaire qui a des lacunes dans un certain domaine, après un entraînement, je vais aller le voir en lui disant tiens, pendant une demi-heure, on va travailler tous les deux sur ce domaine-là, je vais t'aider à progresser pour que justement la performance collective soit meilleure. Je crois que dans un groupe, mais ça peut être aussi, encore une fois, je fais le lien avec l'entreprise. Je crois que si parfois on voit des collaborateurs un peu déprimés, qui travaillent moins que d'habitude, qui ont peut-être des lacunes dans certains domaines, je crois que l'intérêt de cette personne-là, c'est qu'on vient de l'aider, mais c'est aussi notre intérêt parce que si lui est plus performant, le groupe sera plus performant et on aura des résultats meilleurs. Et je crois que c'est quelque chose qui fait partie de la vie d'un groupe de rugby et au quotidien, on va vers les autres pour essayer de les aider, essayer de les rendre plus performants. Et c'est justement ce groupe c'est tout le groupe qui bénéficie de ce travail individuel ou par petits groupes. Et c'est tout le groupe qui en devient meilleur. Ça peut être du travail factuel, mais ça peut être aussi un travail mental. Voilà, essayer de reconforter un joueur qui est dans le dur,
tout faire pour qu'ils retrouvent un petit peu justement la hargne, l'envie d'aller de l'avant et c'est ces performances qui vont être meilleures et c'est du coup l'équipe qui sera meilleure. Donc c'est toujours lié le fait de travailler individuellement et le collectif. Je crois que on est meilleur pour nous, mais nous, encore une fois, notamment dans le rugby, on n'arrivera à rien seul. Donc en fait, on amènera une plus-value à l'équipe et c'est l'équipe qui sera meilleure. Alors justement, tu dis on arrive à rien seul. Ça me permet de faire une transition sur une question un peu plus technique du rugby, justement, dans la conversation. Euh, du coup, il y a Paul qui joue au rugby, effectivement, s'il pose cette question. Il demande spécifiquement sur le plaquage au-dessus de la ceinture, non, en dessous du coup de la ceinture universitaire, ni les plaquages à deux, parce que du coup, on a des nouvelles règles qui nous ont été imposées par la Fédération française de rugby dans les petites divisions. Mais après quelques formations, ils nous ont expliqué qu'ils voulaient monter progressivement vers niveau national et top 14 en fait ces règles. Et du coup, lui, il te demande, est-ce que tu penses que c'est une mauvaise idée, est-ce que c'est raisonnable, abusé, ou est-ce que ça éloigne même de l'idée du rugby qu'on se faisait avant? Je crois qu'il y a différentes façons de voir les choses. Encore une fois, moi, je suis quelqu'un d'assez conservateur, donc j'aurais tendance à te dire que je suis contre toutes ces nouvelles règles qui viennent un peu polluer le rugby, d'autant plus que, comme tu le disais, parfois elles sont, euh, elles sont pas, elles sont pour certains niveaux, pas pour d'autres, etc. Donc tout est Ouais. assez confus finalement. Mais voilà, je crois que c'est fait pour améliorer aussi le spectacle et améliorer aussi la santé des joueurs. Donc je pense que ça reste intéressant. Après, il y a des choses, voilà, plaquées en dessous de la taille, pourquoi pas. Mais c'est très difficile pour un arbitre, c'est toujours très compliqué à distinguer si on a plaqué en dessous ou juste au-dessus, voilà, où s'arrête la limite finalement. Ouais. Les plaquages à deux interdits, enfin, pour moi, c'est irréalisable. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé, mais Dur. quand un joueur prend un intervalle, qui le plaque, est-ce qu'on ne peut pas dire à l'autre, c'est à toi ou c'est à moi ou, voilà, c'est compliqué. Je pense qu'au niveau professionnel, ce sera en tout cas impossible à mettre en place. Mais voilà, il y a toujours des choses intéressantes et qui sont justement testées à des niveaux peut-être inférieurs parfois et pour voir si ça peut être applicable à tous les niveaux. Donc, je suis pas contre catégoriquement pardon, les nouvelles règles, mais il y en a qui sont assez impossibles à mettre en place. Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on voit en ce moment une certaine montée en fait en puissance du rugby à 7 qui justement est très spectacle. Enfin, il me semble que tu as un peu joué à 7, si je m'avance un peu. Un petit peu, ouais. Un Un petit petit peu. peu. Dans Et ma du coup, jeunesse. et du coup, c'est tout ce spectacle, ce rythme beaucoup plus intense en fait que le rugby à 15, qui, moi, je pense que c'est ce qui influence en fait ces décisions. Pas vraiment, parce que l'aspect sécuritaire, encore une fois, en tant que joueur de rugby, je trouve ça beaucoup plus, comme tous mes autres coéquipiers qui me disent, c'est beaucoup plus mentalement, c'est beaucoup plus dur d'aller plaquer, on va dire cuisse et niveau du genou, c'est à peu près donc ce qui est autorisé maintenant, que d'aller dans le ventre ou l'abdomen. C'est pas du tout la même prépa. Enfin, Je pense que quand ils ont mis cette règle en place, c'est plus pour sécuriser le plaqué plutôt que le plaqueur. ouais. C'est pour éviter que le joueur plaqué prenne des manchettes au niveau du cou, au niveau de la tête. C'est plutôt dans cette vision-là qu'ils l'ont fait, mais je te rejoins. Je pense que si on se met dans la peau du plaqueur, c'est souvent bien plus dangereux d'essayer d'aller plaquer au niveau des genoux. On peut très vite se prendre un genou dans la tempe ou au niveau des hanches plutôt qu'un peu plus haut. Donc voilà, je pense il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites autour des KO, notamment pour du rugby. Et donc, voilà, tout le monde essaie de trouver un petit peu des solutions, mais voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont assez difficiles à mettre en place, comme tu l'évoquais là, mais bon, pourquoi pas. Après, il faut essayer. Peut-être que ça marchera. Si ça marche, tant mieux. Mais voilà, il y a des choses qui me semblent difficiles à mettre en place, encore une fois.
Merci beaucoup pour ce point de vue technique. Alors, on a oublié une question d'une personne qui, donc, alors c'est un peu moins spécifique, on va dire, c'est par rapport aux personnalités en fait que tu vas avoir dans ton équipe. Parce que le Racing 92, c'est quand même un club, donc comme tu as dit, en 2009, il passe de D2 en top 14. Et c'est un club qui a vu, enfin, qui j'ai vu exploser, quoi, et sa notoriété et son influence, et du coup, dans ses joueurs, puisqu'il peut investir énormément d'argent en fait dans ses joueurs. Euh, Toi, en tant que, du coup, en tant que capitaine, tu dois gérer des gens qui ont une aura énorme, par exemple, parce qu'on voit passer des joueurs comme Dan Carter, par exemple, euh, Finn Russell, enfin des stars, des stars du rugby, dire entre guillemets. Et du coup, sa question, c'est comment est-ce que tu arrives à gérer ce capitanat, en fait, parce que tu dois montrer une certaine forme d'autorité au sein de ton équipe, mais tu, tu te doutes bien que la personne en face de toi a un ego et que quelquefois, il peut y avoir des tensions. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que peut-être quand j'étais un peu plus jeune, comme je l'évoquais tout à l'heure, j'avais peut-être un peu plus de mal à assumer ce rôle-là. Parce que c'est vrai que quand on a 24, 25 ans et que on est capitaine d'une équipe dans laquelle il y a Dan Carter ou Sébastien Chabal ou Dimitri Zarzeski, même si c'était souvent lui le capitaine, mais bon, voilà, Yannick Nanga, c'est parfois un petit peu, justement, on se sent peut-être parfois pas vraiment légitime, et c'est pour ça que la clé, encore une fois, c'est ce que je répète, c'est cette légitimité-là. Et quand on est légitime, quel que soit le statut des autres joueurs, ils accepteront ton rôle. Et souvent, les grands joueurs sont des joueurs alors qui ont de l'ego, mais qui n'est pas un ego mal intentionné. C'est un ego de compétiteur, d'être le meilleur, mais c'est pas un ego de nuire aux autres. C'est pas un ego de d'écraser les autres. C'est pas un ego de dire toi, t'as rien fait dans ta carrière, donc je t'écoute pas. Pas du tout. Je crois qu'au contraire, c'est les grands joueurs, leurs caractéristiques à presque tous les grands joueurs que j'ai pu côtoyer, c'est des joueurs qui sont d'abord très à l'écoute, qui font un maximum pour d'abord s'intégrer dans leur équipe et non pas imposer les choses qu'ils ont vues et vécues ailleurs. Et c'est aussi des joueurs qui sont vraiment dans l'échange, c'est-à-dire qu'ils font tout pour essayer d'aider le groupe, l'équipe. Et encore une fois, c'est des joueurs qui ont compris que en aidant l'équipe, en essayant de s'intégrer un maximum à cette équipe, ben c'est grâce à ça qu'ils arriveront à être performants et à gagner des choses. Et c'est ce que finalement on veut tous, gagner des titres, gagner des matchs, gagner des titres, gagner des médailles, gagner des compétitions. Donc voilà, c'est sûr que ça peut être intimidant parfois. Pour revenir à ta question, d'être le capitaine de certains joueurs, de manager parfois des grosses personnalités, ça peut être dans une entreprise, manager des gens qui ont beaucoup plus d'ancienneté que vous ou un caractère particulier. Mais voilà, il faut toujours, comme je disais aussi tout à l'heure, raisonner en tant que groupe, collectif, prendre des décisions qui sont dans l'intérêt de tous, ou en tout cas du plus grand nombre. Et, et je crois que c'est ce qui nous permet d'avoir un petit peu le respect et la légitimité des autres. Donc, c'est pas forcément facile à acquérir, ça je le conçois. Mais si on fait les choses, encore une fois, je me répète, mais dans l'intérêt collectif, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas et que les autres ne soient pas derrière vous. Et bien souvent, quand on essaie de tout faire pour les autres, même si un ou deux joueurs, peut-être parfois, sont contre toi ou n'acceptent pas ton rôle, le reste du groupe fait en sorte que ces joueurs-là soit changent d'avis, soit ils s'éliminent d'eux-mêmes, quoi, généralement. Merci beaucoup. Ouais. Merci, ouais, c'est super d'avoir ce point de vue vraiment de l'intérieur d'un monde finalement qu'on connaît peu. Donc c'est vraiment génial. Là, on va arriver au terme de cette conférence. Alors, il y a une dernière question peut-être pour la fin qui est un peu générale, peut-être un peu une question de rêveur, et donc on va peut-être finir là-dessus. C'est vraiment qu'est-ce qui te plaît qu'est-ce qui te fait rêver dans le rugby? Moi, ce qui me fait rêver, comme je le disais tout à l'heure, c'est déjà,
je suis pas très objectif parce que j'ai la chance d'évoluer au plus haut niveau avec mon club formateur. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui me faisait rêver enfant, donc qui continue à me faire rêver de pouvoir porter le maillot de mon club de cœur toutes les semaines. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui me fait rêver, moi, c'est voilà, de gagner des titres, de gagner des choses, de faire évoluer le club, de faire grandir le club et d'écrire des pages à son livre, de remplir son palmarès. Donc voilà, c'est ça qui me fait rêver, c'est de travailler au quotidien avec des mecs avec lesquels je vais m'engager le week-end pour gagner des matchs, pour gagner des titres sur le plus long terme. Donc voilà, je crois que c'est difficile à dire, mais enfin à exprimer, mais c'est voilà, c'est ça qui m'anime en tout cas de travailler très dur pour gagner des choses pour moi d'une manière individuelle, mais aussi pour mon club. Donc voilà, c'est ça qui me fait rêver. Et puis voilà, ce qui me rend heureux aussi, c'est tout simplement de me rendre en entraînement, de partager des moments avec mes coéquipiers qui pour la plupart sont des amis. Et c'est voilà, c'est un réel plaisir de pouvoir évoluer avec eux, autour d'eux et de travailler ensemble. Donc voilà, faire quelque chose que j'aime au quotidien avec des gens que j'apprécie et pour avoir un but commun, c'est quelque chose de voilà, il faut toujours rechercher ce but commun, cet objectif qu'on a tous. Et une fois qu'on l'a, bah, travailler à fond pour y arriver, quoi. D'accord, bah merci beaucoup. En tout cas, sois sûr que ton rêve nous fait rêver aussi et on le partage. Ton rêve de grandeur pour ton club, c'est vraiment, en tout cas, c'est des vibrations qui vont jusqu'à nous. Donc, merci beaucoup. Donc voilà, merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Et toi, merci Henri, encore une fois, de t'être rendu disponible. C'était hyper intéressant d'avoir justement ce point de vue de l'intérieur et tu nous as témoigné avec tant de sympathie, donc merci à toi. Et puis voilà, donc pour les autres, là on va arriver au terme de cette conférence. Je vais clore du coup le lien Zoom et voilà. Et on se retrouve donc pour les autres pour le prochain rendez-vous, donc la semaine prochaine, qui sera un peu plus littéraire. Et voilà, donc on essaie de diversifier les intervenants, mais toujours d'en avoir des si intéressants que toi. Voilà. Donc, Merci beaucoup, merci à vous, merci pour votre écoute et vos questions. Et puis ben, au plaisir de vous revoir peut-être pour certains en chair et en os.